Bienvenue à tous dans cet épisode hors série de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois PB Poncelin de Copy Rockstar et on va parler de copywriting. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pièce jointe d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à Pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part 2 mois offerts sur ta licence annuelle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à partager avec vous ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à laisser un avis écrit. Vous pouvez aussi venir débattre avec l'invité sur le post LinkedIn, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris, parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales. Aujourd'hui, je reçois PB Poncelin, c'est ça? C'est ça, hello. Alors le PB, c'est quoi déjà? C'est Pierre-Baptiste. Ah bah Pierre-Baptiste, enchanté. Très joli prénom. Enchanté également. Alors PB, tu as aussi un podcast, donc normalement au niveau voix et flow, ça devrait bien se passer. Ça va le faire. Et pourquoi j'ai voulu t'inviter aujourd'hui? Parce qu'on va parler de copywriting. Alors, on en entend parler beaucoup quand on traîne un petit peu dans les sphères marketing actuellement sur LinkedIn ou dans le e-commerce. Mais c'est un sujet que je voulais un petit peu vulgariser aujourd'hui pour les personnes qui m'écoutent, qui travaillent plutôt dans la vente B2B, un peu plus legacy. Et donc, comment dire? Le choix de t'inviter toi s'imposait puisque tu fais partie des figures actuelles du copywriting en France. Voilà. Bah écoute, ce que je propose, c'est que je te laisse te présenter déjà. Et puis après, on va parler un petit peu de toi, on va parler un peu de copywriting et puis ça va être super. Ok, c'est parti. Bah déjà, merci de me recevoir. Je suis trop content. Ça me fait toujours super plaisir de pouvoir discuter comme ça. Et qui je suis? Né en l'an de grâce 1992. Je suis Pierre-Baptiste Poncelin. Alors j'ai longtemps été copywriter freelance que je fais encore en parallèle de mon entreprise aujourd'hui. Et mon entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est Copy Rockstars, dans laquelle j'accompagne et je forme des entrepreneurs et des copywriters, surtout majoritairement, au copywriting et au développement en fait de leur activité de freelance, via des formations, de l'accompagnement et une communauté pas piquée des hannetons. J'adore cette expression. On ne sait absolument pas ce que ça veut dire, mais ça fait toujours super classe de l'utiliser. Donc, je vous laisserai aller sur Internet pour voir. Mais c'est ça la magie d'un copywriter, je dirais. C'est sortir des expressions de nulle part du chapeau. Exactement. La première question qui me vient à l'esprit, bébé, c'est est-ce que pour un copywriter, moi, c'est un truc que je me pose. Je vois beaucoup de copywriters qui parlent de copywriting et hop, tout de suite, qui basculent dans la formation. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'aujourd'hui on vit pas de métier copywriter et on est mieux à développer un business asynchrone de formation coaching? Qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Parce que j'imagine quand on aime écrire, quand on aime vendre, on aime son métier et qu'on en vit bien, bah on continue. Donc explique-nous un petit peu ce choix. C'est une super bonne question et il y a un parcours en fait chez les copywriters qui est ok, tu sais vendre. Tu as la capacité de vendre, tu peux faire des emails de vente, tu as la capacité de persuader, tu peux faire tes pages de vente. Voilà, tu as la compétence la plus indispensable en fait pour développer une entreprise. Enfin, tu crois
que tu as la compétence la plus indispensable pour développer une entreprise, qui est indispensable quand même. Est-ce que c'est la plus? Je sais pas. Et, euh, et en fait, toi, t'es là, t'aides tes clients à faire des ventes, et tu vois en fait le pouvoir que tu as de te dire, ok, moi je fais ma presta, c'est bien, c'est cool. Le client fait un cash monstre. Par exemple, toi, tu peux facturer entre 5 et 15 000 balles, on va dire, pour un projet. Sauf que derrière, le client, il en fait 150 000, 200 000, 300 000, 1 million s'il veut. Et toi, t'es là, mais en fait, putain, je pars avec 10 000 balles, j'en ai fait 300 000 et en plus, je dépends du client. Tu dépends toujours un peu de tes clients. Quelque part, moi, j'ai eu cette idée qui a très vite été implantée dans ma tête, qui est qu'un client, c'est comme toujours quand même avoir un patron quelque part. Ce qui me posait beaucoup de problèmes. Donc tu te dis, ok, vas-y, relou, j'en ai marre de bosser pour les autres, je vais développer mon propre business. Et tu te dis que ça va être facile. Et bah, pour l'avoir fait, les copywriters ont une très bonne intention de vouloir faire leur propre entreprise. Maintenant, c'est un autre game. C'est vraiment un autre game. Et à ta question, du coup, est-ce que c'est plus rentable de faire une boîte ou pas? Non. C'est 10 fois plus d'emmerde, vraiment, quand t'es copywriter. Et ça, je te le dis vraiment avec le recul. Au début, tu te dis, ok, ça va être mes formations. Et ça, en fait, il y a un côté passion. Moi, j'ai cette passion de derrière réenseigner le copywriting, accompagner des gens sur leur marketing, sur leur copywriting, ça m'éclate, tu vois. Maintenant, entre t'es posé, t'as ton client, t'as ton projet, tu fais rentrer tes 10 000 balles, t'as un truc à faire, c'est de la copie et générer un petit peu des clients. C'est easy par rapport au fait de te dire, je vais créer un vrai business où tout est à faire, où t'as tout à gérer, où tout repose sur tes épaules et tout est multiplié par 10 parce que quand tu crées un business comme ça, du coup, c'est en one to many, on va dire, pour s'adresser à beaucoup de personnes au lieu de 3 clients. Et bah, du coup, tu multiplies tout par 10, quoi. Et c'est pour ça que, est-ce que c'est plus rentable? Peut-être sur le long terme. Disons qu'en fait, tu crées un actif qui dépend plus de toi. Et c'est ça le vrai truc intéressant dedans, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une saturation du métier de copywriter, justement, du fait que quand vous vendez des formations de copywriting, même si ça part d'une idée noble, vous êtes obligé d'utiliser dans votre page de vente du verbatim qui dit bah excuse-moi, hein, ça va être facile, tu vas gagner beaucoup d'argent, t'inquiète pas, je vais te donner les bonnes méthodes. Du coup, bah ça fait un peu ruer vers l'or, tu vois. Il y a plein de gens qui se disent oh bah oui, évidemment, ils sont attirés par la page de vente, ils sont psychologiquement orientés, ça résonne entre eux. Et puis il y a peut-être l'appât du gain facile. Du coup, on voit beaucoup de gens qui se lancent sur ce créneau-là. Est-ce que ça crée pas une saturation sur le marché? Quel est ton point de vue là-dessus, justement? C'est une bonne remarque. Ouais, ça crée une saturation sur le marché. C'est sûr que tu as cette dualité de tu veux vendre ton produit et tu crois en ton produit et tu crois aussi en le fait qu'effectivement il y a des gens qui peuvent réussir, il y a des gens qui vont réussir et en même temps, faut pas se mentir, tout le monde va pas réussir, quoi. J'avais fait un post sur LinkedIn il y a quelques mois sur le sujet en disant les 10 trucs que tu veux pas savoir sur le métier de copywriter. Ça en a dégoûté beaucoup en fait parce que oui, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu vas aussi avoir plein d'emmerdes parce que ça fait partie du game. En fait, c'est pas magique. Pour gagner de l'argent, faut être bon. C'est pas donné à tout le monde d'être bon. Ça peut être long, mais et du coup, il y a ce truc effectivement où quelque part tu veux vendre à ceux qui vont avoir le plus de résultats, le plus de succès. Il y en a d'autres qui vont acheter, c'est automatique. Et j'ai pas de réponse parfaite. J'ai pas de réponse parfaite à ça, en gros. Mais je me dis, ouais, non, il y a cette dualité de, effectivement, tu vends ton truc, tu fais ton verbatim, tu fais le meilleur produit pour ça. Mais non, tout le monde n'aura pas le meilleur, tout le monde n'aura pas les top résultats de la même manière où quand quelqu'un va acheter un pantalon, par exemple chez Célio, t'as aucune garantie que la personne va porter ce pantalon. Est-ce que toi, tu fais un suivi après des gens qui suivent un peu ton école et tu as des gens qui sont sortis vraiment du lot et qui réussissent très bien aujourd'hui sans forcément les nommer ou en les nommant? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ouais, ça j'en ai pas mal. J'ai ce suivi, justement via la communauté qu'on a à chaque fois dans les programmes. J'essaye de rester au plus proche à chaque fois de comment ça se passe pour tout le monde. Je sais que tous les 3 mois, j'envoie un petit mot à un maximum de personnes, du moins ceux que j'ai vu engager. Il y en a, j'ai juste jamais de nouvelles. Ça, c'est la personne arrive dans le programme, elle paye. Moi, j'envoie déjà des emails de bienvenue, des trucs pour me tenir au courant de comment ça se passe. Il y en a, c'est des fantômes en fait. Et bah là, tu peux rien faire en fait. T'es là, ok, bon bah t'as décidé d'acheter le truc, mais il se passe rien derrière.
Et les autres, ouais, il y a un suivi fort. Et en termes de résultats aussi, j'ai pas les chiffres de ceux qui cartonnent par rapport à ceux qui cartonnent pas. J'ai les chiffres de satisfaction globale qui est que je dirais, j'ai pas, enfin, les chiffres de satisfaction globale. Jamais personne m'a demandé de remboursement parce que c'était pas bien. Tu vois, les seuls remboursements que je me suis pris aujourd'hui, c'est PB, en faisant ta formation, je me suis rendu compte que je voulais pas être copywriter. Et moi, je me dis, bah, ok, au moins je t'ai rendu service, je te rembourse, y a pas de souci. Mais voilà, et en termes de gros résultats derrière, oui, on en a pas mal qui cartonnent en ce moment sur LinkedIn, d'autres sur d'autres réseaux sociaux, Instagram et YouTube principalement. Mais ouais. Ok. Justement, c'est quoi les 5... t'as mentionné que tu avais fait un post sur les 10 trucs que vous ne verrez pas sur un copywriter. Tu n'as peut-être pas les 10 en tête, mais au moins peut-être en as au moins 5 que tu peux nous redonner. Et en fait, le revers de la médaille quand tu es copywriter, tu peux très bien gagner ta vie, mais il y a aussi Alors des ouais, choses faut que je me rappelle. un peu négatives. Tu vas en chier. Ça, c'était le point 6 ou 7. Ça va être galère, tu vas kiffer, ça va être trop bien, mais tes clients vont te faire chier, en fait. Tes clients vont te faire chier. On va te dire aussi, je sais plus si c'était dans les différents points, mais quand tu gagnes 12 000 euros comme copywriter, tu ne gagnes pas 12 000 euros comme copywriter. Tu gagnes ton activité de freelance gagne 12 000 euros et toi, tu vas te payer par-dessus. Sauf qu'il faut pas oublier tes impôts, tes charges, ce que tu vas mettre en trésor et compagnie. Donc, faut arrêter aussi avec les gros chiffres de j'ai fait un mois à 10K. Ok, t'as fait un mois à 10K, c'est super. Combien reste dans ta poche à la fin? S'il reste déjà 2000, franchement, c'est super chouette. Maintenant, voilà. Ton salaire, c'est 2000 euros. C'est pas 10 000 euros. Donc, on va pas aller s'acheter des lambeaux la semaine prochaine, quoi. Et il y avait ça. Et putain, pour te retrouver, les autres, j'ai une si mauvaise mémoire que là, attends, ça se trouve, je peux taper rapidement un truc, mais. Mais sinon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui moi, ce qui m'intéressait d'ailleurs, et t'en parles dans ton podcast, c'est que tu t'interviews un petit peu des gens, justement, des copywriters qui travaillent pas que dans le e-commerce, qui travaillent aussi dans d'autres secteurs. Donc, ça veut dire qu'on peut appliquer le copywriting, que c'est une discipline. Et d'ailleurs, c'est une discipline qui est assez ancienne finalement. Ouais. C'est pas quelque chose parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui s'en emparent parce que les jeunes prennent la parole sur les réseaux sociaux. Mais en fait finalement c'est quoi? C'est rédacteur web dans l'ancien temps. C'est comment on appelait ça avant justement? Ah franchement ça dépend jusqu'où tu remontes parce que tu peux remonter à Socrate si tu veux, tu vois, par exemple, parce que bon, ça dépend. En copywriting, là, forcément, c'est pour vendre. Maintenant, la persuasion, elle existe depuis aussi longtemps qu'on existe, techniquement. Après, le copywriting en lui-même, j'avais lu un truc comme quoi la toute première pub, elle datait, pas loin d'autour du Moyen-Âge ou de fin du Moyen-Âge, un truc comme ça, la première qu'on ait retrouvée. Vraiment un truc qui faisait usage de copywriting, mais après ça a explosé dans les années, ça a explosé au XXe siècle, au moment où ça y est, c'est sociétés de consommation qui démarrent. On a l'écriture, on a la vidéo, on a tout, on shoot de la copie à fond. Et pour ceux qui ont besoin de clarté derrière sur ce que c'est le copywriting, c'est écrire pour vendre, en gros. Sur le principe, même si parfois ça peut aussi être parlé. Une pub, c'est du copywriting. Et parfois, il n'y a pas de parole, mais c'est du copywriting. On aurait peut-être dû commencer par là, d'ailleurs. Au cas où je remets le contexte. Merci. On sent le podcasteur qui a vu le flottement dans la ligne édito. Et comment, justement, ça s'articule aujourd'hui dans les métiers du marketing avec les publicitaires, avec les agences plus, etc. Il y a du travail de coopération, où ils voient ça d'un mauvais œil un petit peu. Enfin, il y a des... Comment ça, tu vois une coopération, tu vois des synergies, qu'est-ce que... Alors, c'est-à-dire, entre quelle partie? Je sais pas, toi, si je prends une agence publicitaire classique, et justement, le milieu des copywriters, est-ce que c'est un milieu où vous travaillez ensemble? Il y a plutôt une opposition, j'en sais rien. Alors, dans le milieu publicitaire classique, je saurais pas te dire, puisque là, c'est vraiment le milieu concepteur-rédacteur. Et j'en ai très très peu côtoyé des concepteurs-rédacteurs, vraiment, on va dire, du monde normal, entre guillemets. Par contre, je sais que sur le web, il y a un gros soutien de tous les copywriters. Il doit y avoir un truc où tu te dis « Ah, c'est un copywriter, il va me voler des clients ». Mais en fait, pas du tout. Et il y a vraiment ce truc, là, je le vois, nous, dans la communauté qu'on a, où tout le monde se soutient à fond. Et justement, avoir des potes copywriters, c'est la meilleure chose que tu puisses faire parce qu'ils vont te faire des retours.
Et derrière, un copywriter, de toute façon, en ligne, il peut avoir 2 à 3 clients max. Donc, tous les autres, il les file à son pote, tu vois. Et ça, c'est un espèce de cercle vertueux de on se donne des retours, on se donne du business, ça tourne. Par contre, dans des vraies agences de pub, peut-être que comme dans n'importe quel truc un petit peu à l'ancienne, dirons-nous, tu as des enjeux de qui va avoir tel projet et tu as des espèces d'enjeux politiques de boîte à la con, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une éthique copywriter? C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec un copywriter sur ma page de vente là dernièrement parce que j'avais pas du tout la technique et j'avais envie d'un œil extérieur sur ce que je faisais pour mon side business. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la façon dont il m'a challengé sur voilà, qu'est-ce que je voulais vendre, à qui je voulais m'adresser, passer des heures de discussion, etc. Et après, lui a fait la page de vente. Et parfois, tu vois, tu peux trouver qu'il va presque un peu loin dans les promesses. Mais je sais qu'il a vérifié auprès de mes clients que j'étais capable d'atteindre ces résultats-là, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que il y a une éthique aussi au niveau des copywriters de vérifier avant la viabilité du produit ou avant d'engager des promesses hyper profondes sur la page, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que j'en parlais encore là avec une pote. En fait, ton éthique, elle est toujours très personnelle. Il n'y a pas d'éthique globale du copywriting, il n'y a pas d'éthique du web. C'est chacun met son éthique où il veut. Et des produits claqués, j'en ai vu. Et j'en ai vendu à une époque où je me lançais. Je vais pas le cacher. Au bout d'un moment, tu veux faire rentrer de l'argent, tu le fais. Et après, tu te rends compte, ah putain, c'est quoi cette daube? T'as un exemple? Quand tu penses à quoi quand tu dis ça? Bon, c'était des petites formations, mais derrière, franchement, tu voyais la formation, tu te disais la personne elle va pas aller loin avec ça en fait. Ouais, Bon, okay. après, si tu la vends pas cher, c'est là aussi que t'as toujours des questionnements. Tu vends le truc pas cher, oui, ça permet d'avoir des résultats si tu fais les actions, mais en même temps, on donne pas non plus le meilleur moyen de délivrer un contenu, par exemple, des choses comme ça. Après, il y a d'autres gens, ils viennent me voir pour du MLM et du dropshipping, et là, par contre, c'est niet, tu vois, c'est de la merde en barre. Là, c'est ok, je n'en veux pas, quoi. Et en revanche, par rapport à ce que tu dis sur les promesses, t'as aussi cet enjeu en fait où donc déjà t'as aussi encore une fois une dualité où moi je me dis ok, effectivement, tu me files un produit claqué, je sais potentiellement comment le vendre. Je vais trouver l'angle, le truc qui va me permettre de le vendre. Et je vais adorer aller chercher comment vendre ce truc. Tu vois, je me dis, ok, là, c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Et c'est plus de la résolution de problèmes qui est intéressante. Et par contre, je vais pas faire le projet. Ça m'intéresse de me dire comment je fais pour vendre une dope pareille. Par contre, la vendre et qu'il y a des gens qui donnent de l'argent pour un truc où moi, je mettrais pas un putain d'euros dedans, c'est mort, en fait. C'est mort. Et il y en a qui ont pas ce truc-là. Ils se disent, moi, je veux juste l'argent. Le machin vend, les gens achètent, c'est leur responsabilité. Tant mieux pour eux. Et ceux qui sont comme ça, tant mieux pour eux aussi. Moi, là, j'ai cette ligne rouge qui est, tu vends pas de la merde à des idiots, quoi. Ok. Et bah non, écoute, on va avancer parce que les gens là, encore une fois, écoutent l'épisode et se disent mais quel est le rapport avec System Sales et les ingénieurs? Ouais, oui, alors j'ai fait tout à l'envers. Je suis désolé, je suis en vacances dans quelques jours. Je fais tout à l'envers aujourd'hui. Donc PB n'est pas du tout ingénieur. Hein, c'est pas un secret. On peut le dire. Pas du tout. Mais et là, vous êtes en plein milieu d'un des épisodes hors série que j'avais décidé de faire, qu'on a initié avec Flavie sur la politique d'entreprise, avec Sébastien sur le mental, avec Jean sur la voix. Et là aujourd'hui, donc, on va vous donner des astuces concrètes, des clés pour utiliser ou tout du moins être initié au copywriting dans votre métier de tous les jours de technico-commercial ou de compte exécutif, etc. Donc, on y va. T'es prêt, PB? Je suis chaud, je suis méga chaud. Voilà, il est méga chaud, et ben c'est super. Donc nous, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, voilà, moi je suis parti du postulat, j'en ai discuté dans mon ancienne entreprise, donc on commercialisait du logiciel pour l'optimisation énergétique, voilà, c'était... Et quand on essayait d'introduire auprès du market des notions de copywriting sur le site web, sur les pages de vente, sur la présentation commerciale, tout le monde nous dit, oh là là, attention, le copywriting, c'est pas pour nous, nous on travaille dans l'industrie, nous on travaille en B2B
industriels. C'est pas pour nous le copywriting, c'est pour le e-commerce. Bon, déjà numéro 1, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds que c'est pas que pour le e-commerce déjà. D'ailleurs, les e-commerçants vont dire la même chose. Ils vont dire non, nous on est des e-commerçants, on vend pas des formations, le copywriting c'est pas pour nous, tu vois. Et tout le monde se renvoie l'espèce de patate chaude. Maintenant, en B2B, oui, c'est pas du copywriting tel que tu peux l'entendre si tu te dis je vais faire de la prospection à froid. Évidemment. Maintenant, c'est du copywriting quand même, tu vois. Si tu veux attirer des clients et persuader des gens d'acheter ton produit ou ton service, bah t'es sur du copywriting, t'es sur de la persuasion à la fois et t'es sur du copywriting puisque tu vas utiliser des mots pour vendre un truc. Donc t'es sur du copywriting. Justement, première question, la base du copywriting, c'est de bien comprendre ton avatar client, ta cible. C'est ça. Ok. Exactement. Quelles sont les clés que tu peux donner, toi, justement, pour bien comprendre à qui tu t'adresses dans ton message ou dans ton message commercial? La clé numéro 1, c'est de vraiment parler à tes cibles. Tu vas pas... Souvent, on voit ce truc-là. La situation la pire, c'est t'as un espèce de board de marketeurs et de copywriters qui se réunissent à une table et qui disent bon, qui est notre cible? Alors c'est Brigitte, elle a entre 40 et 50 ans. Et ça te dégaine des trucs sur une Brigitte qui n'existe pas, dont personne n'a entendu parler. Peut-être, pourquoi pas pour lancer un nouveau produit, mais en vrai, parle à tes clients, quoi. Parle à tes clients, parle à la personne que tu cibles, donc t'en choisis une. C'est-à-dire que Brigitte, 45-50 ans, pour moi, c'est pas validé, parce que 45-50 ans, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de choses chez une femme différentes entre une femme de 45 ans et une femme de 55 ans. Déjà, là, c'est pas valide, en fait. Si son âge est important, parce que d'ailleurs, l'âge, on peut potentiellement s'en branler aussi. Maintenant, si l'âge est important, il y a trop de nuances. Mais c'est voilà, tu choisis une cible claire, nette, et tu vas discuter avec cette cible et tu vas savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, quelles sont ses frustrations liées à ta solution, quels sont ses problèmes et comment elle essaye de les résoudre, quoi. Ok. Et comment tu travailles justement quand tu es en B2B, on est en vente complexe. Il y a des questions sous-jacentes à ça, hein. Je m'adresse à des C-level. Ok, comment est-ce que le copywriting ça s'applique aussi quand je parle à des C-level, quand je parle à des entreprises complexes où j'ai sur un décisionnaire projet, je vais avoir 4-5 personnes différentes. Comment tu travailles dans cette complexité là justement? Bah, c'est intéressant. Déjà, je vais commencer par m'intéresser par la personne déjà qui a exprimé un besoin sur toutes ces personnes. Qui c'est qui exprime le besoin? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses obligations? Quelles sont ses contraintes? Quels sont ses désirs aussi pour la boîte? Une fois que j'ai ça, bah, potentiellement, c'est aussi intéressant de discuter aux autres parties prenantes dans tous les cas. Mais là, il y a un vrai jeu de si tu dois contenter tout le monde, putain, tu vas te faire chier. Et je sais pas quoi dire d'autre que ça, que se faire chier pour contenter tout le monde. Tu peux pas écrire une page ou un email à tout le monde. C'est ça que moi je dis souvent aussi, c'est que quand tu dois faire une séquence de vente ou une page, il faut que tu complexifies ta tâche parce que si tu t'adresses à un acheteur, si tu t'adresses à un chef de bureau d'études, voilà, ils vont tous avoir chacun leurs objectifs cachés. Et comment tu travailles justement toi pour essayer de rentrer dans la tête de l'avatar justement? Est-ce que tu as une méthode particulière que toi tu utilises et que tu conseilles ou... Ouais, alors ça va pas forcément être adapté là. S'il y a peu de relations en ligne, moi je fais énormément de questionnaires, je pose des questions. En fait, c'est poser des questions. Après, ça c'est le grand principe. Après, ça se révèle, c'est poser des questions en appel, c'est poser des questions dans un questionnaire en ligne, c'est ces choses-là. Mais c'est poser des questions. Quelqu'un exprime un besoin, ou toi tu vas aller voir quelqu'un si tu es dans une démarche de prospection pour savoir si elle a un besoin. Si elle te dit oui j'ai ce besoin, tu vas creuser le sujet et savoir un petit peu, ok, pourquoi ce besoin? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'elle veut? Vers quoi elle tend à aller? Et encore une fois, les contraintes, toutes ces questions. Et justement, quand il y a plein de personnes comme ça, tu vas discuter avec tout le monde. Avec à chaque fois, effectivement, comme tu le dis,
un canal, on va dire, de communication pour chaque personne. Et quand je dis canal de communication, c'est tu vas pas parler à Christopher de ce dont tu as parlé peut-être avec Mélanie d'un autre pôle du truc. Et Christopher, il a d'autres objectifs, d'autres intentions. Quels sont-ils? Ok, je vais te vendre un truc Christopher et je vais vendre un truc à Mélanie à côté. Peut-être que c'est la même chose, mais tu vas orienter ton propos selon les besoins de la personne en face de toi. Comment tu découvres ses besoins? En leur posant des questions. Ok. Et qu'est-ce que tu poses comme question justement? Waouh, putain, j'en ai une liste. Ah oui, d'accord. Toi, tu J'en ai, travailles ouais. déjà avec Lys, ouais. Ah Mais ouais, ouais. pourquoi on pourrait pas questionner Moi, ce que je disais, c'est que tu peux très bien, par exemple, reprendre une base de clients actuels et reprogrammer des rendez-vous, justement, si t'as pas pris le temps de creuser la question ou tu sais plus pourquoi ces gens-là ont acheté Aussi. ton produit, tu peux aller peut-être re-questionner une base de clients existante, non? Ouais. Et ça, nous, on a une question phare pour ça, qui est, donc si c'est quelqu'un qui date, c'est ok, si tu me ramènes au moment où tu as décidé de travailler avec nous, qu'est-ce qui se passait dans ta vie ou qu'est-ce qui se passait dans la boîte, qu'est-ce qui se passait pour toi pour que tu décides de travailler avec nous? Qu'est-ce qui t'a décidé, quoi? Ouais, Et ça là, c'est tu vas puissant. savoir Ouais. exactement le déclencheur chez Ouais. la personne de, tiens, à tel moment, il y a eu ça, donc j'ai bossé avec vous. Et tu peux les poser à plusieurs niveaux, en fait. C'est au moment où tu m'as contacté, qu'est-ce qui se passait pour toi pour que tu décides de me contacter? Maintenant, tu vois, c'est quoi le déclencheur? Ah, il y a eu tel déclencheur. Donc d'autres personnes vont peut-être avoir ce même déclencheur et on va recommuniquer dessus. Ça, c'est la question vraiment numéro un. Et qu'est-ce que tu fais? Parce que finalement, je pense que les gens, une fois qu'ils ont acheté, que c'était client, etc., ils sont plus enclins à répondre à ce genre d'interrogation, à ce genre de questionnement. Mais toi, ça t'est déjà arrivé de travailler sur des avatars où tu n'arrivais pas à trouver des infos, où les gens refusaient justement de répondre à un questionnaire? Et comment t'as surmonté cet obstacle-là, justement? Alors, ça m'est jamais vraiment arrivé puisque j'ai toujours eu des grosses audiences et même quand c'est des petites audiences, je partais au moins avec 5-10 questions répondues, tu vois, c'est déjà une base. Sinon, la meilleure manière parfois de faire les choses, c'est aussi de récupérer ce qu'on fait les autres. S'il y a d'autres personnes qui ont fait le travail à ta place, va voir les concurrents, va voir comment ils se positionnent, va voir comment eux agissent, va voir ce que eux disent. Et déjà, ça te permet d'avoir une carte aussi de ce qui potentiellement fonctionne sur le marché. Tu vas vouloir quand même compléter, mais la concurrence plus le web, entre guillemets, déjà t'apporte énormément de documentation. Ok. Je propose de passer à une deuxième partie là-dessus. Ce qu'on avait dit c'était les bases de la structure d'une page de vente. Essayons d'appliquer aussi ça à une proposition commerciale. Alors, tu connais peut-être moins ce milieu-là, mais moi, je vais essayer de faire les passerelles, justement. Euh, et puis, donc voilà. Comment un copywriter structure sa page de vente? Explique-nous un petit peu ta démarche de travail et est-ce qu'on peut en tirer quand même des généralités qu'on pourrait reproduire dans son travail de tous les jours? Ouais, bien sûr. Bon, bah, l'étape 1, ça on vient d'en parler pendant 10 minutes. Du coup, c'est recherche, recherche, recherche. Une fois que tu as cette recherche qui est faite et que tu connais, que tu sais ce qui intéresse ta cible, ce qu'elle veut, ses désirs, ce dont elle a besoin, ses frustrations et compagnie, une fois que tu as ça, bah, c'est le canevas, on va dire, typique d'un discours de vente. C'est parler à la personne de ce qui l'intéresse, connecter ça. Alors, j'essaye de faire ça de manière super large, hein. En copywriting, on a le principe attention, intérêt, désir, action. Attention, c'est je te parle de ce qui t'intéresse. Intérêt, je suscite ton intérêt en te proposant plus de solutions par rapport à ce qui t'intéresse ou je te parle davantage de ta situation ou quelque chose comme ça. Désir, je te parle de ma solution et comment elle connecte à tes intérêts et à ce qui t'intéresse. Et action, c'est je te propose, vas-y, on fait un appel, on signe ensemble, on fait un truc. Et je suis très clair là-dessus. C'est voilà, maintenant que tu as toutes ces informations, ce que je te propose. Et en fait, ça, pour une proposition commerciale, c'est une promesse. Promesse, c'est tiens, je vais t'aider ou comment la boîte machine peut atteindre X% de ventes en plus. T'expliques ce qui se passe dans la boîte machine parce que t'as fait ta documentation. T'expliques ce qu'elle va pouvoir faire grâce à
X solution qui existe et qui permet d'avoir le fameux résultat de X ventes en plus. Cette solution, tu dis, ah bah ça tombe bien, je la vends et voilà comment ça se passe chez nous. Et ensuite, tu dis, bah signe ici. Ça te parle ? Ouais, ça me parle. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus fréquemment justement dans les promesses quand on va sur un site web d'une entreprise X ou Y? Bon, je sais que c'est pas forcément ta cam, enfin, ou peut-être d'ailleurs, mais c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois sur l'entête du site web, la promesse? Qu'est-ce qui manque en général et qu'est-ce qu'un copywriter va apporter de plus? Qu'est-ce que le copywriting va apporter de plus? C'est quoi l'essentiel d'une promesse? Souvent, ce qui manque, c'est la clarté. Okay. Tu vas avoir énormément de sites, énormément de choses où tu comprends juste pas ce que fait la personne ou la boîte. T'es là, ok. Et alors que t'en as même parfois qui cartonnent, des services qui cartonnent, et quand t'arrives sur le site, tu sais pas ce qu'ils font. C'est pas clair en fait. C'est facilitation B2B. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Facilitation B2B, tu vois. Et s'il te disait par exemple, je sais pas, service, alors là c'est même pas une promesse, c'est un fait, donc c'est pas idéal non plus, mais service de prospection entre boîtes B2B, au moins tu sais ce qui se passe, quoi. Et sinon c'est trouver des nouveaux clients grâce à la prospection, grâce à machin. Et est-ce qu'il faut nécessairement quantifier, donner des chiffres, enfin tu vois, essayer de... Quand tu écris ta grande promesse comme ça en tête de site web, qu'est-ce que Justement, je pense que les gens essayent de faire le plus simple possible et le plus high level possible. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il faut être dans la précision, mettre des chiffres, mettre des KPI, enfin j'en sais rien, tu vois. Ça dépend de où tu te situes sur le marché. Si tu es sur un marché très très concurrentiel et où il y a déjà énormément de gens, plus tu vas être spécifique, plus tu vas te démarquer. Tu vas te fermer beaucoup de portes, mais tu vas t'ouvrir toutes les portes que tu es censé t'ouvrir avec ta solution. Si tu es sur un marché peu concurrentiel, franchement, tu peux rincer en mode si les CRM n'existaient pas en ligne, tu ferais juste un truc avec écrit CRM pour entrepreneurs. Bon, aujourd'hui, c'est plus possible, mais ça, c'est un exemple. Plus il y a de monde, plus c'est compétitif, plus le marché est avancé, plus il va falloir être spécifique. Ouais. Et c'est quoi ton avis justement? Je rebondis sur ça. Tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Justement, quand on va sur des sites où on voit notre solution pour le tertiaire, notre solution pour l'industrie, notre solution pour le particulier, notre solution. Voilà, c'est un site web. On arrive, on ne sait pas à qui ça s'adresse. C'est quoi ton point de vue là-dessus justement? Si c'est segmenté, ouais. Dis-moi. Non, c'est ça. Si c'est segmenté, ça fonctionne quand même. Si c'est segmenté, c'est pertinent, ouais. Si, ok, on a une solution pour ça, une solution pour ça, une solution pour ça, pourquoi pas. Après, là, c'est plus au-delà de la persuasion et du copywriting, il y a aussi plus un enjeu de business où est-ce que ça sert le business? Ça, souvent, il y en a qui se plantent, en fait, et qui décident de faire ça. Mais en fait, ils font juste de la merde, entre guillemets, quand il est question de gérer leur boîte. Parce que s'ils regardent les chiffres, peut-être que la solution tertiaire, elle fait 80% du chiffre d'affaires et que les deux autres solutions, elles font 20% du chiffre d'affaires. Et là, tu te dis, oui, mais on le propose parce qu'on a des clients dedans. Ouais, enfin, c'est des clients qui occupent tes ressources, qui te prennent du temps et qui te rapportent moins d'argent. Et les autres qui te rapportent 80%, du coup, que tu pourrais encore plus faire exploser, tu vas te foutre un caillou dans la chaussure avec deux autres services qui servent à rien, en fait. Ok. Là, on continue sur la page de vente. On voit beaucoup de gens, quand tu déroules une page, ça parle beaucoup du produit. Quand on voit des présentations en général commerciales très très orientées produit, est-ce que c'est forcément rédhibitoire? Ou alors, je dirais, comment bien parler de son produit justement? Il y a deux questions. On va commencer. Est-ce que tu penses que trop parler du produit, c'est rédhibitoire? Ou tu dis, ou toi tu penses non, on peut parler de son produit évidemment, mais voilà la bonne façon d'en parler. Ouais, tu peux parler beaucoup de ton produit, à condition de parler uniquement des choses qui vont aller chercher directement aussi ta cible. Si tu lui déroules tout, dont des trucs dont elle s'en tape, ça sert à rien de les mettre. Tu peux aller même sur les pages Apple, ils déroulent énormément d'informations, Apple, mais il y a énormément de trucs sur un nouvel ordi, sur un iPhone ou quoi, sur lequel ils vont pas communiquer parce qu'on s'en tape en fait.
Les choses sont là, c'est cool. Pour ceux qui veulent creuser, il y a des avantages en plus. Maintenant, parfois, trop en dire et dire ce qui n'intéresse pas le prospect, ça peut potentiellement tuer des ventes. Ça va dépendre dans quel marché, dans quel marché t'évolues et quelle solution tu proposes. Mais si tu dis, ouais, je te vends tel machin et dedans, t'as ça se trouve, le dernier ça, il va faire dire à la personne, ah, mais ça, j'en ai pas besoin, du coup, je vais pas acheter. Et ça, ce serait quand même dommage. Donc, tu peux en dire beaucoup, mais tu dois dire juste ce qui est judicieux de dire. Ok. Et c'est quoi, toi, tes petits trucs à toi quand tu commences à développer sur justement les features d'un produit? Comment tu abordes l'exercice, justement? Les features, elles doivent toujours, donc les caractéristiques, elles doivent toujours défendre un bénéfice. Si je dégaine une caractéristique qui n'a aucun bénéfice, la caractéristique n'a aucun intérêt, en fait. À la fois dans tous les cas pour le prospect. Si je continue sur l'aspect ordinateur, si je te dis ouais mon ordi il a un processeur M2, la personne elle va faire super, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça permet de faire. Si tu me dis j'ai un processeur M2 qui te permet d'allumer ton ordi en 3 secondes au lieu d'une minute 30, tu dis ah ouais stylé. Et là j'ai un bénéfice, j'allume mon ordi en 3 secondes au lieu d'une minute 30. Toujours Ok. avoir un bénéfice. Ok. Et comment tu gères justement les gens quand on regarde les profils disques des gens, je sais pas si tu connais, Ouais. il y a des gens qui ont besoin d'être, et je pense surtout aux techniciens, toi, quand tu vas t'adresser à des gens qui sont vraiment dans des postes très techniques, ingénierie, mais qui vont être force dans le processus d'achat. Comment tu t'adresses à ces gens-là justement? Parce que eux, ils sont demandeurs justement, ils sont friands, ils ont besoin d'être convaincus, ils ont besoin d'aller dans le détail. Ouais. Donc, et si tu es un peu trop à un level marketing, ils vont te faire le reproche d'être trop commercial. Est-ce que comment tu adresses ces profils-là, justement? Ouais, ça c'est super intéressant et ça revient au fait de connaître ton audience. Et effectivement, si dans ton audience, tu as le profil ingénieur très Mm. bleu, très on Mm. veut du process, on veut de la technique, on veut des trucs comme ça, alors ouais, va falloir dégainer. Et en fait, tu regardes un petit peu, bon ça c'est les trucs les plus parfois difficiles à identifier sur une audience, mais tu essaies de toujours faire des pages par exemple ou des discours qui, soit si c'est dans ton discours, t'adaptes à la personne en face de toi, tu captes un petit peu comment elle pense et t'adaptes. Et si c'est en ligne, t'essaies de servir aussi les quatre cadrans du disque. Donc pour les rouges qui n'ont pas le time, tu mets des gros titres avec les trucs simplifiés. Et ensuite, pour ceux qui veulent vraiment tout lire, bah, c'est là que tu vas aller dans des sujets pointus sur tel truc. C'est là que tu vas aller préciser tout en bas de page les petites lignes avec toutes les caractéristiques. Tu vas préciser une FAQ. Tu peux même envoyer sur une autre page qui présente encore davantage le produit. Des choses comme ça. Et là, ouais, tu peux y aller de manière vraiment pointue et minutieuse. Et ça revient, encore une fois, effectivement, à connaître cette audience. S'ils sont comme ça, shoot à fond, sois spécifique à fond. Et pour trouver le juste milieu entre c'est trop marketing et c'est pas trop marketing, c'est dur à dire. Si tu as une audience qui est hermétique au message marketing, elle croit qu'elle est hermétique au message marketing. Il va juste falloir nuancer ton message pour qu'elle tombe Ouais. dedans, quoi. Ouais, justement. Et toi, tu utilises des biais psychologiques particuliers. C'est quoi tes préférés à toi? Mes biais psychologiques préférés, c'est Celui où tu dis, bah, finalement, celui-là, comme tu dis, le gars, il croit toujours qu'il n'est pas sensible au marketing, mais quand j'utilise ces deux, trois biais-là, il bascule, justement. Enfin, celui qui... c'est une bonne question. En général, la personne qui dit je suis hermétique au marketing, c'est une personne qui se sent plus intelligente que la moyenne. Et bah, t'as juste à lui faire savoir que tu sais qu'elle est plus intelligente que la moyenne. Ça, c'est vraiment le truc easy. T'es pas con, on n'est pas là pour se foutre de ta gueule. Et tu sais très bien que, tu vois, tu peux casser un petit peu le quatrième mur marketing en disant, mais tout ça, toi, ça t'intéresse pas, nanana. Tu fais savoir à la personne que elle est spéciale, qu'elle est plus intelligente que la moyenne et qu'elle tombe pas dans les pièges marketing. Ça me fait penser, je vais pas me faire des amis, mais quand je travaillais dans l'industrie, un de mes clients, c'était une grande compagnie pétrolière qui commence par un T. Et ils ont que des gens très brillants, que ce soit techniquement, etc. Enfin, dans tous les domaines, ils sont tous très brillants. Donc, quand tu t'adresses à eux, en fait, tu peux jamais avoir le dernier mot.
Tu peux jamais avoir raison. C'est-à-dire que tu vas parler tu vas t'adresser à une personne, il va tout savoir techniquement, tu vas lui commencer à lui parler de contrat, il va tout savoir sur le contrat, il va tout savoir sur tout en fait. Et effectivement, là où je te rejoins, moi ce que je faisais en négociation, c'est que finalement je prenais jamais le fight. Je cherchais jamais à essayer de démontrer que non, c'était moi pour le coup qui savait. Je rentrais dans son jeu, je le laissais, et c'était pas une façon de le dévaloriser, c'était juste une façon de pas rentrer dans un conflit de toute façon qui n'aboutirait pas. Et après de gérer avec l'équipe à d'autres niveaux pour le faire entrer dans le rang, ou même plus le manipuler justement en créant de l'urgence, en créant des fausses sensations qu'il ait raison, ou d'obtenir gain de cause sur des sujets qui finalement, moi, me pénalisaient pas. Voilà, en fait, tu joues avec ça, t'en fais une force pour toi, quoi, dans le jeu. Et du coup, je reviens sur la longueur d'une page de vente. Donc, du coup, je comprends mieux parce que des fois, on trouve que les pages sont très, 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 très longues quand tu lis. Et en fait, l'idée, c'est justement de couvrir un spectre de personnalités de lecteurs différents. Et toi, un copywriter doit maîtriser tous ces aspects-là, ou ça t'arrive de travailler en équipe avec un autre copywriter qui va être capable justement d'aller peut-être plus dans le détail, de compléter la page de vente, quand toi, tu vas être meilleur sur les accroches, sur les gros titres, sur des choses comme ça? Je vais souvent bosser avec d'autres copywriters, mais ce sera plus de manière assez générale, en fait, où on va bosser sur le tout ensemble, pas forcément sur les accroches. Après, chacun a ses forces et ses faiblesses, mais ça, c'est plus de manière vraiment, ok, on bosse ensemble sur le truc. Après, sur aussi la taille d'une page de vente, ça dépend à la fois de, effectivement, toutes les informations que tu dois dire, et ces informations que tu dois dire, ça dépend de où en est aussi ton prospect dans son parcours. C'est-à-dire que s'il te découvre, tu as besoin de lui dire énormément de choses. S'il a déjà fait 3 appels avec toi, tu as besoin de lui dire où acheter, quoi. C'est tout. Et ça, c'est un truc aussi à garder en tête qui est très, très important. Tu adaptes ton discours à où en est la personne dans sa tête, de comment elle a évolué avec toi. Est-ce que toi, il y a un domaine, je voudrais terminer là-dessus parce que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a un domaine, c'est un domaine que tu connais, la partie pricing, quand on commence à proposer des prix, je peux te poser une question là-dessus? Oui, bien sûr. Justement, quel est ton conseil? On voit en termes de pricing, on voit des choses un peu tout et n'importe quoi, des gens qui mettent 4-5 options, la façon de présenter. J'ai vu passer beaucoup de carousels sur LinkedIn sur le fameux triptyque, et puis les gens en fait mélangent tout. Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui, toi, en termes de pricing, d'options, comment présenter les choses de façon la plus optimale? Alors, c'est peut-être un peu trop général, mais voilà. Ouais, mais c'est intéressant. Il y a ce truc dont on a parlé dans un podcast là avec Alex Martel, elle est hyper pointue là-dessus. C'est en fait, tu pars d'un truc, c'est quelle est la décision que tu veux que les gens prennent. Et à partir de là, tu orientes la lumière en fonction. Et donc, tu peux orienter de la lumière de plein de manières différentes. Tu peux même avoir plusieurs spots si tu veux. Tu vois, si je prends l'exemple de la scène, où déjà, un truc important, c'est que tu veux pas non plus donner trop de choix. Tu veux pas donner trop de choix parce que la personne a pas ce paradoxe du choix. Quand tu as trop de choix, tu peux plus faire de choix. Quand tu as un choix, tu as un truc à faire. Maintenant, tu peux aller orienter aussi ce choix. Par exemple, si je prends une page d'un service, tu vas très souvent avoir le truc favori de nos clients qui est mis en avant. Qui est ce que tu veux absolument vendre. Et ensuite, par exemple, si tu veux faire ces 3 choix, tu en as un qui va te permettre de faire ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire, ah tiens, premier choix que je vais voir, 1800 balles le machin. Ok, 1800 balles, pour certains, c'est une somme. Deuxième choix, tu passes à 800. Tu te dis, ah putain, c'est quand même vachement moins cher. Troisième choix, tu passes à, par exemple, 500. Et du coup, entre 500 et 800, franchement, pour 300 balles, la nuance est tellement pas ouf que les gens vont favoriser le 800 et tu veux favoriser le 800, c'est ça ton objectif. Et le 1800 te permet aussi de favoriser le 800 parce que c'est 2 fois moins cher et peut-être que les features et compagnie sont trop avancées pour le 1800. Et toi, en fait, tout ce qui va se passer autour de ce que tu veux que les gens achètent absolument, de ton vraiment produit phare, de ton offre phare, tu vas mettre des flèches, en fait, des flèches mais subtiles partout autour de tiens, lui il est 2 fois plus cher, c'est mieux que tu prennes celui du milieu. Tiens, lui il est pas beaucoup moins cher alors que les features claquées
Donc, prends celui du milieu. Tiens, je vais mettre un carton bleu autour de mon tarif pour dire, tiens, c'est ce que pourraient faire nos clients. Prends celui-là. Tu vois, tu vas dire celui-là. Quel est l'impact des features justement? Il y a un conseil, non, de présenter les choses bien listées, bien comparables visuellement pour... Alors, est-ce qu'il y a une mécanique de persuasion derrière ça? Probablement, mais ça, je l'ai jamais trop conceptualisé. Par contre, oui, à la lecture, il faut comprendre tout de suite la différence entre les différentes offres. Si la personne ne peut pas, oui, donc oui, il y a une mécanique de persuasion en fait. C'est si la personne ne peut pas comprendre la différence entre tes 3 offres, elle va en choisir aucune. Donc là, faut rendre ça le plus simple possible. Faut pas que la personne réfléchisse. Faut qu'en un coup d'œil, elle comprenne ce qu'elle a pas dans chaque truc. On avait travaillé là-dessus, moi, quand j'étais responsable des services propositions et je commençais à m'intéresser au copywriting par Marketing Mania. J'avais lu un article là-dessus, justement, et on avait essayé d'implémenter ça sur une offre. Alors là, c'était sur du turbocompresseur. Donc, je veux dire, tu vas me dire, mais c'est incroyable, ça n'a rien à voir. Et ben, j'avais fait un triptyque, là, justement. On avait fait une offre de base avec un prix et en fait, juste pour revenir en rembobiner en arrière, avant on avait des tableaux, des tableaux de prix, on avait base scope, ensuite on avait option 1, option 2, option 3, solution 1, solution 2. En fait, on comprenait plus rien, donc j'avais essayé d'apporter de cette façon de rationaliser les choses sur un tableau où déjà on listait les scénarios de façon plus claire sur un tableau où la personne pouvait comparer. On essayait de réduire ça. Et la deuxième chose, moi, que j'avais adoré, c'était l'histoire tu proposes 3 choix. Le choix du voyage à Rome, le choix du voyage à Paris et le choix du voyage à Paris avec le petit-déj. Toi, ce que tu veux vendre, c'est... si tu veux vendre le voyage à Paris. Mais en gros, le gars, ce qu'on dit, c'est qu'il va avoir beaucoup de mal à comparer un voyage à Paris et un voyage à Rome. Par contre, voyager à Paris et voyager à Paris avec un petit-déj, c'est beaucoup plus facile psychologiquement à comparer. Et là, du coup, tu connais cette histoire, je me trompe pas, hein, tu me corriges si je dis des bêtises. Et donc, on avait... Vas-y. Corrige. Bah non, je veux pas corriger parce que l'histoire, je comprends le principe, je connais pas l'histoire, c'est tout. Ah d'accord. Bah moi j'avais lu ça dans l'article, c'était une façon d'expliquer sur l'histoire du voyage. Et puis du coup nous on avait voulu faire un peu la même chose, donc on avait dit on proposait une offre, un base scope. Ensuite on proposait un base scope avec un upsell. Et ensuite, on proposait la même chose, un base scope avec un upsell et une extension de garantie ou d'autres trucs pour essayer visuellement que la personne se dise « Ah bah ok » et compare plus facilement base scope upsell et des petits trucs à côté. Mais il avait visuellement 2 fois base scope plus upsell et en fait, il se disait « Ok », donc il avait été enclin plus à regarder ça qu'à regarder l'offre sans l'upsell en fait, finalement. Voilà. Je sais pas si ça a joué, mais... C'est vrai que c'est important, tu peux pas sur la même page tu peux pas comparer voyage à Rome et voyage à Paris. Juste tu bloques, tu dis mais c'est deux trucs qui sont complètement différents quoi. Donc ouais. Et finalement, juste pour la petite histoire, on avait fait un upsell d'1 million comme ça, donc je sais pas si on avait réussi. Ouais, je sais pas si ça avait joué, mais je pense que c'était plus facile parce que voilà, machine A, on avait fait machine A, machine B ou machine B plus extension de garantie. Et en fait, du coup, à la fin, l'histoire de la machine A, elle a complètement disparu de la circulation, quoi. Le client était complètement focus sur machine B et la machine B, ça faisait un upsell d'1 million, quoi. Ouais. Donc, j'avais trouvé que ça marchait pas trop mal. Ok. Écoute, c'est déjà très très bien. Je pense que va y avoir plein de gens qui vont pas forcément avoir compris au niveau des mots qu'on a utilisés, etc. Donc, je vous encourage à me contacter. Toi aussi, Pébé, tu es hyper accessible sur LinkedIn. Pourquoi je t'ai choisi toi pour ce sujet-là? Alors, il y a d'autres personnes qui font de la rédaction web, qui font du copywriting, qui je trouve génial sur LinkedIn, qui sont super sympas. Mais toi, ce que j'aime, c'est que c'est un peu ton humanité, ta simplicité, la façon d'écrire. Je t'ai suivi aussi beaucoup dans certains podcasts où tu parles de gestion d'entreprise, de coaching. Voilà. Moi, ça me parle dans la façon, tu glorifies pas tes résultats, tu en fais pas un truc hyper... voilà, ça, tu sors un peu du lot dans ce qu'on voit un petit peu sur les fils de contenu. Donc, j'aime beaucoup. Tu es très accessible. Je te pose souvent des questions sur LinkedIn. Donc, c'est ton instant promo. Je le fais avec tous les invités. Là-dessus, tu n'es pas spécial. Mais tu as 1 minute pour faire ta promo de ce que tu veux. C'est ton instant. Ok. Waouh, moment promo. J'invite juste, si les personnes veulent, si toi qui nous écoutes, t'as envie d'en savoir plus sur ce qu'est le copywriting ou que tu sais déjà ce que c'est et que t'as envie d'aller plus loin sur ce sujet, tu peux me retrouver sur copyrockstars.com, COPYROCK
stars.com. Sur LinkedIn aussi, effectivement. Alors en ce moment, je réponds de moins en moins à mes MP parce que ça devient un vrai bordel et je centralise toutes mes communications par email. Et tu peux trouver mon email sur copyrockstars.com et ou sur Instagram où je raconte un peu ce qui se passe dans mes journées. Genre hier soir, j'ai regardé Stranger Things et c'était trop bien. Et c'est ça le vrai moment promo. Regardez la saison 4 de Stranger Things. Oh, trop fou. Moi, j'ai regardé deux fois le combat final. C'était extraordinaire. Dernier épisode. Non, franchement, ouais. Ok, super cool. Merci beaucoup pour ta disponibilité et puis je te souhaite le meilleur pour ton entreprise. Qu'est-ce que tu vois pour le futur de Copy Rockstar? Parce que copywriter, lancement de Copy Rockstar, formation, etc. Est-ce que tu vois une fin proche parce que le sujet va s'épuiser ou est-ce que tu dis non, c'est en plein boom et je vois encore un futur à 10-15 ans, tu arrives à te projeter, je sais pas. Comment tu vois les choses? 10-15 ans, c'est dur à dire parce que moi, je veux le futur pour Copy Rockstars aussi longtemps qu'il puisse être, tu vois. Maintenant, si dans 10-15 ans, on a inventé un truc qui fait que le métier de copywriter ou que la formation en ligne n'existe plus, Copy Rockstars, tel que ça existe, n'existera plus malheureusement. Maintenant, moi, je veux pousser ça aussi longtemps que le monde me permettra d'exister. Et après, si je veux plus aller plus loin, aujourd'hui, moi, je suis plus sur une réflexion de développer Copy Rockstars au maximum et lancer quelque chose de beaucoup plus grand sur la production dans le divertissement. Ok. Et justement, Copy Rockstar, tu découpes en sous-vertical en disant, OK, là, je m'adresse au e-commerce, là, je m'adresse à l'industrie, là, je m'adresse, j'en sais rien, toi, je dis des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, Okay. Non, aujourd'hui, Copy Rockstars, c'est une verticale. C'est la verticale formation, copywriting pour freelance et pour entrepreneurs. Et je vais ajouter d'autres verticales, mais je vais pas verticaliser en dessous. D'accord, ok. Super. Bon, écoute, bonne continuation à Copy Rockstar. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous voulez passer dans l'émission, m'envoyer un email à contact@systemsales.fr. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.